Enchanté, monsieur Labodi. Enchanté Monsieur Kiss. Alors nous voici pour une nouvelle vidéo d'un peu d'une présentation d'un nouveau manga phare, enfin, qui va devenir phare je pense en 2017, le nouveau manga du Jump. The Promised Neverland. Alors oui, ce nouveau manga fait partie des nouveaux mangas qui essaient de mettre en place le magazine Jump, avec la fin de longs mangas comme il y a eu avec Toriko, Bleach, ou encore la fin d'Assassination Classroom qui était prévue. Enfin, le Jump est quand même en train de se renouveler pas mal ces temps-ci, enfin, il y a eu quand même un gros changement en 2016, et du coup de nouveaux mangas se mettent petit à petit en place en 2016 et en 2017 on va voir. Et on a eu Red Sprite qui a été sorti mais qui a été annulé. Et on a eu The Promised Neverland qui continue à sortir et qui est plutôt, ma foi, hyper intéressant. C'est vrai que moi j'ai découvert en fin d'été 2016 parce que voilà, je voulais voir aussi c'était quoi la nouvelle génération parce que on disait oui, il y a des mangas qui vont remplacer Bleach, etc. On a eu My Hero Academia avant, qu'on aime tous les deux, mais qui n'apporte pas forcément un vent de fraîcheur non plus. Après, avec My Hero Academia, on a eu Black Collar, bon, qui lui est pas bien et n'apporte pas de vent de fraîcheur, donc bon. On se disait ouais où est le Jump? Qu'est-ce que le Jump va encore nous sortir, parce que c'est vrai que dans le Jump, moi je le dis souvent, mais c'est vraiment pauvre en ce moment, il n'y a pas beaucoup de choix, ou du moins il n'y a pas beaucoup d'originalité. Il y a One Piece et il y a IQ, quoi. Et Hunter x Hunter qui essaye de survivre mais qui ne survit pas, donc... T'as vu la vente de son Non, d'accord, mais qui survit certes au niveau des ventes, mais... pas, il les écrase avec un seul tome, il abuse de la concurrence. Mais dans le sens, on n'est pas nourri avec Hunter x Hunter, donc voilà. Et du coup, The Promised Neverland, je suis allé un peu à reculons au début, parce que j'ai lu les 2-3 premiers chapitres, et en fait... D'ailleurs, on vous conseille, d'ailleurs on va un peu spoiler, du coup... Pour continuer, si vous voulez continuer à visionner cette vidéo, matez les 2 premiers chapitres au minimum. Voilà, vraiment matez les 2 premiers chapitres, sinon vous allez spoiler du premier gros truc scénaristique, ça serait dommage quoi. Et bref, au départ je suis allé un peu reculons, et au fur et à mesure de ma lecture et des différents chapitres, je me suis rendu compte que vraiment c'était génial, que j'adorais, que c'était innovant, c'était novateur, etc. Moi j'ai kiffé, vraiment, et je pense que c'est vraiment la pépite du Jump de ces 5 dernières années, je pense. Hein. Je pense aussi, d'ailleurs, il y a une particularité pour ce manga, c'est qu'il est écrit et dessiné par deux personnes différentes. Un peu analogie à la Death Note ou à la Bakuman ou voilà. Shokugeki no Soma. D'ailleurs, l'analogie à la Death Note, je pense qu'elle va venir en 2017 parce que c'est toute une sphère de psychologie qui est hyper importante dans The Promised Neverland et qui était ultra importante aussi dans Death Note. Je pense que c'est déjà venu. Si vous connaissez par exemple le youtubeur américain For New World, il a déjà fait, The Promised Neverland, c'est le nouveau Death Note quoi. Et personnellement, je suis pas là pour le contredire parce que moi je trouve que c'est aussi vrai. C'est vrai, après certains diront que c'est réducteur, mais c'est bien de le dire. Non, mais tu vois, c'est comme tous les trucs, tu vois. Voilà, par exemple, tous les shonen de combat maintenant sont comparés à Dragon Ball, etc. Donc C'est dans la logique des choses, tant mieux, parce que ça va forcer les gens à s'intéresser à ce manga. Ouais, exactement. Non, mais tu vois, c'est une démarche commerciale un peu. Totalement. Donc parlons un peu du concept de l'histoire. Vas-y. Donc au départ, on suit l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Emma. Emma, accompagnée de ses deux amis entre guillemets, comment il s'appelle encore, Ray et Norman. Et on voit qu'ils sont affiliés à un orphelinat. Donc au départ, on se dit personnage de shonen générique, c'est-à-dire des orphelins, pas de parents, etc. Ils sont seuls. Et tout cet orphelinat est géré par une personne qui s'appelle Isabella. La douceur incarnée. Voilà, Isabella, elle a des traits fins, elle est très jolie, brune, un peu italienne, je pense. Et on se rend compte très vite que ce sont des enfants hyper intelligents. C'est-à-dire qu'on les voit dans une salle de classe en train de résoudre des tests, des problèmes marchent rapidement et avec une certaine facilité. Et donc du coup, au départ, on se dit, d'accord, qu'est-ce qui va se passer ? On a ce cadre-là, etc. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Et à la fin du chapitre, on apprend que toute cette orphelinat est en fait une ferme destinée à la nutrition de démons. Bon. À partir de là... twist. Voilà. C'était quand même un twist assez... Non, à partir des démons, ouais. Et qui est en plus aidé par Isabella. Double twist. Isabella, la meuf toute gentille, est en fait une grosse connasse qui est en train de faire en sorte d'aider les enfants à se développer le plus pour permettre aux démons d'avoir la nourriture la plus bonne possible. Donc voilà, on est dans un cadre de ce genre. Bon, on a des démons, on a de la manipulation. Bon, l'aspect démon, on l'a déjà vu, on l'a vu, revu, parce que c'est un peu un classique dans les mangas japonais. On en a quoi ?
je sais pas, avec des Greyman, avec les Akuma, avec les morts, etc. Non, mais etc. il y a des démons partout de toute façon. Enfin, dans la culture japonaise, c'est un peu la base. Mais il y a quand même cet aspect avec Isabella qui rajoute de la manipulation. Il y a de la Non, manipulation du mensonge. Voilà, les premiers deux. Franchement, les 2-3 premiers chapitres, je vous l'ai dit, enfin, j'étais pas très emballé parce que je disais dans quoi ça va nous mener. Et voilà. Après, à partir de là aussi, les personnages. Les personnages, personnellement, il y a qui là, on est à jour, on est au 19e chapitre tous les deux. Et il y a qui les personnages intéressants? Il y a. Les trois principaux déjà. Il y a Emma, qui est caractérisée par. C'est la meuf, hein, c'est la meuf un peu kawaii, un peu gentille. C'est un personnage de shonen générique. Oui, voilà, mais enfin, c'est un peu la meuf kawaii, gentille, tout ça, machin, mais qui a quand même du caractère, et c'est ça elle développe son caractère d'ailleurs en 19 chapitres, elle a quand même pas mal évolué, plus que Sakura en 70 ans. Mais que ça soit une meuf, franchement, que ça soit une meuf ou un mec, à la limite, on s'en fout, tu vois. Ouais, mais enfin, mais attends, on s'en fout pas totalement, parce que. Tu vois, c'est un personnage. Mais vraiment, c'est la naïveté, la sincérité, voilà. etc., tu vois, on connaît. Vraiment, c'est un personnage principal, bon, voilà. On Mais sait qu'on va la suivre. Oui, oui. Il y a qui d'autre? Après, il y a Norman. Ah, je pense que c'est mon personnage préféré, clairement, c'est. Norman. Moi, c'est mon personnage préféré dans The Promised Neverland parce que déjà, il a une intelligence assez waouh, enfin, c'est surprenant, tout ça, machin. Déjà, il est in love d'Emma, mais vraiment in love. Il est carrément amoureux d'Emma, il ferait tout pour elle, tout ça, machin. Enfin, mais je pense que ça le dessert pas, justement. Non, ça le dessert pas, justement. C'est pas un amoureux transi. C'est pas un amoureux, voilà, c'est pas un amoureux transi. Enfin, justement, il est capable de faire des coups de pute. Il est capable de discerner, il est capable de. Comment dire, de faire capable de discernement dans toutes les situations, quoi. Exactement. Il a un peu de froideur en lui, mais en fait, le fait d'aimer Emma, ça lui rapporte un peu plus d'humanité et de sensation et d'émotion. C'est ça qui est bien avec ce personnage. Mais il est très intelligent et des fois il fait des têtes, mais on sent la malice en lui, c'est incroyable. Après ça, C'est un peu un L, je pense. Enfin, dans l'esprit, un peu de L, je trouve. C'est fou. Aucun rapport. Aucun rapport. Ouais. Moi, je trouve. Il y a un petit côté. Bon, c'est loin d'être la même chose, mais. C'est quoi le rapport entre elle et Norman? Il n'y a aucun rapport. Si, le fait de la manière dont il réfléchit, tout ça, machin. Mais bien sûr, vas-y, c'est bon. Ouais. Et le troisième personnage, Ray. Le troisième personnage principal, je veux dire. Alors Ray, moi je vous conseille, si vous voulez qu'on en parle, de lire quand même à partir du, je crois, 14e, 15e chapitre à peu près, pour pas vous faire spoiler non plus. Mais Ray, voilà, il fallait un mec sombre, il fallait un mec dark, il fallait un Dark Sasuke dans l'histoire, et bon, on a Ray. Mais c'est pas pour autant qu'il est... On critique parce que je fais des analogies. Non mais d'accord, mais lui vraiment c'est un Dark Sasuke. Non mais d'accord, ça va pas faire venir les gens là. Et non, Ray, moi vraiment j'aime bien, c'est le fait qu'il soit sombre, le fait qu'il soit taciturne, etc. C'est pas repoussant parce que il est quand même utile à l'histoire. Oui, franchement, enfin, on a Emma qui est hyper gentille, on a Norman qui se situe entre Ray et Emma, parce que Ray, c'est un peu, oui, comme il a dit, c'est un peu la noirceur, tout ça, machin. Enfin, c'est pas forcément la noirceur à l'état pur, enfin, c'est surtout du pragmatisme à fond. Et là où Emma fait beaucoup preuve de sensations, preuve d'émotions, tout ça, machin, elle va plus écouter son cœur. Ray, lui, va plus écouter sa raison. Tous les trois sont quand même hyper intelligents. Et je pense qu'ils sont assez complémentaires. Oui, voilà. Ça forme un bon trio. Ça forme un bon trio, un trio équitable, équilibré, et on avance avec eux. Chacun influence l'autre. Donc franchement, on arrive à quelque chose d'assez sympathique, un cocktail, ma foi, assez bon. Voilà. Et après, à part ce trio, on va parler d'un autre personnage. Après, il y a d'autres personnages qui sont intéressants. On va se concentrer sur les principaux. Il y a Don et Gilda, etc., qui vont servir de pas de faire valoir, je veux dire, mais c'est les personnages secondaires et pour l'instant, ils sont pas. Moi, je l'aime bien, franchement. Voilà. Gilda, vraiment, je l'adore. Don, je sais pas que non, mais on peut pas trop en parler pour l'instant parce que si. Voilà, de toute façon, on a encore 19 chapitres pour l'instant. Donc, voilà, donc ça sert pas à grand chose. Mais on va surtout parler d'Isabella. Wow. Voilà. Isabelle. Oui, après il y a l'autre non, comment on va dire, mais bon, qui fait oulala. C'est la noire de service qui fait vachement peur. Franchement, non, par contre, je suis pas d'accord. Là, il a utilisé les clichés racistes, mais quand j'ai vu ça, moi personnellement, voilà. L'incarnation de la fatou, quand même. Ah oui, le nègre de service. Bref. Donc, Isabella. Je vais dire sur Isabella, waouh, moi franchement, franchement, avec Norman et Isabella, c'est mon personnage préféré aussi, parce que
elle incarne toute la tension qu'il y a dans The Promised Neverland. C'est elle véritablement qui met en place la tension pendant tout le début. Il y a un jeu entre elle et les trois personnages principaux. C'est vraiment un jeu, tu vois, parce que en vrai, les personnages principaux, ils savent qu'il va se faire bouffer, mais en même temps, ils restent avec Isabella en faisant, tu vois, et elle sait très bien qu'ils vont les trahir, qu'ils savent qu'ils sont piégés à l'intérieur, mais elle ne fait rien non plus de son côté, tu vois. J'espère que vous avez compris, je sais pas si ça a été très clair. Non, mais c'est un jeu de manipulation. Qui manipule qui? Isabella manipule les enfants essaient de sortir de cette manipulation d'Isabella. Mais le problème, c'est qu'Isabella, c'est la reine de la manipulation. Donc, elle joue avec eux d'une façon, c'est prodigieux. Isabelle est très intéressante, que ce soit dans ses réactions, parce qu'on voit qu'elle est très réfléchie. Elle est froide, mais réfléchie. Enfin, des fois, elle te fait des Scarface. Faut qu'on parle un peu du dessin, parce que aussi, on va un peu parler du dessin, mais le dessin qui aide pas mal aussi à... le dessin, moi, au départ, j'avais vraiment beaucoup de mal, parce que... C'est vrai qu'il est un peu spécial, mais... Parce qu'il est beaucoup cartoonesque, tu vois. Oui. Du coup, c'est vrai que ça donne un aspect assez, limite, enfantin. Tu dis, ouais, bon, ok... c'est un peu un manga peut-être pour les ados, pré-ados, bon, soit... Mais en fait, non, des fois, il arrive justement à alterner ça avec des fois des planches qui te laissent véritablement froid. Parce que de façon générale, le dessin est assez, comme on dit, cartooné, du coup, c'est un peu joyeux, tout ça, machin, enfantin, mais des fois, t'as des planches qui te laissent bien, et surtout qu'elles arrivent direct. Juste avant, on a des plans, des plans sur les enfants. C'est l'art du découpage, vraiment. Ouais, franchement, il découpe très très bien son manga. Je sais pas si vous vous rappelez, par exemple... En tout cas, Demizu, enfin, le dessinateur. Dans le chapitre 3, par exemple, il y a un moment où Emma pense à celle qui s'est fait enlever, Connie, je crois, elle s'appelle. Et là, tu vois Isabella qui arrive d'un seul coup. Et moi-même, en étant le lecteur, vraiment, j'étais surpris et j'ai eu un peu peur, vraiment. Parce que la façon dont Posuka Demizu passe d'un caractère enfantin à un caractère très sérieux et limite effrayant, c'est dérangeant. Surtout avec la noire de service, là, il s'amuse. Ouais, non, franchement, Sister Crown, on dit que voilà, c'est un service, par contre, la façon dont elle est dessinée, c'est génial. C'est affreux. C'est génial, mais c'est affreux. Vraiment, elle fait peur, elle est impressionnante, elle est surprenante aussi. Voilà. Non, voilà, franchement, il y a un art du découpage et du dessin, de la mise en scène des personnages qui est quand même assez intéressant. Et dès le début, on sent que le dessinateur maîtrise son dessin. Alors, pourquoi on s'est décidé à parler de ce manga? Parce que justement, il y a un petit problème en ce moment qu'on n'arrête pas de répéter, c'est qu'il y a un problème de renouvellement du manga dans tout ce qui est thème, dans tout ce qui est action, tout ça machin. Enfin, on le voit avec My Hero, on le voit avec Black Clover, on le voit avec Nanatsu no Taizai. Enfin, c'est un peu tous la même chose, on n'arrive pas trop à trouver quelque chose qui nous procure vraiment quelque chose de différent, de nouvelles émotions, de nouvelles sensations. Et là, on arrive avec The Promised Neverland, et là, on se dit, tiens, le Jump a trouvé quelque chose, le Jump a vraiment trouvé quelque chose d'original, quelque chose, certes, qui n'est pas non plus unique, tout ça, machin, mais quelque chose qui diffère de ce qu'on voit en ce moment. Exactement. Mais rien qu'en 20 chapitres, moi, ça m'a déjà emballé. J'ai envie d'en voir plus, parce que je pense que ça va vraiment être, comme tu l'as dit, une œuvre forte dans les prochaines années. C'est pour ça que tu vois tous les éditeurs français qui se battent pour l'avoir. Je pense que ça va très vite en animé. Ça sent la pépite, ça sent... Il y aura peut-être un effet Death Note, mais peut-être moins que... Mais pourquoi Death Note? Parce que justement, à cause de tous les combats psychologiques, vraiment, là ça va être un peu barbare parce qu'on va faire un gros parallélisme à la Death Note, mais c'est vrai, moi ça me fait extrêmement penser à ça. C'est-à-dire que dans les cliffhangers de fin, à chaque fois, ça te laisse, c'est des cliffhangers qui te laissent en haleine, tu as envie d'en savoir plus à chaque fois. Je parlais du dessin, justement, de tout ce qui est découpage du dessin, découpage des planches, mais aussi un découpage dans la narration qui est quand même, à chaque chapitre, qui est quand même efficace. Donc, on a à la fois le découpage du dessin et le découpage de la narration qui s'allient et qui te donne quelque chose de très dynamique, de très haletant, enfin, qui te met véritablement en tension. C'est ça qui est extrêmement limite jouissif, je trouve. Vraiment. Et par rapport à l'histoire, je sais pas où elle va aller, mais moi je suis complètement à l'intérieur. Je sais pas, par exemple, ça c'est un gros spoil, mais si vous avez vu les derniers chapitres par rapport à la découverte de William Minerva, moi je me suis dit, mais c'est qui ce gars-là? Moi j'ai envie de le découvrir, j'ai envie d'en savoir plus sur l'histoire. Oui, il y a un univers quand même qui se développe, on n'est pas que dans l'orphelinat en lui-même, qui est quand même
permet d'avoir quand même un univers assez sympathique, mais en dehors, on se pose des questions sur le monde, qu'est-ce qui est devenu le monde, parce qu'on se trouve dans un monde, on est en 2045 environ, 2045-2050, que s'est-il passé depuis 2015, là où les livres s'arrêtent en soi. Donc il y a des questions qu'on se pose, on est totalement dans le flou, c'est normal, parce qu'on est qu'au 20e chapitre à peu près, donc on se demande où est-ce qu'on va, est-ce que les enfants vont réussir à s'évader de l'orphelinat, et qu'est-ce qui va se passer après cette évasion, si jamais elle se fait. Donc, non mais c'est toujours palpitant de découvrir une œuvre comme ça au début, enfin je veux dire au moment où on sait rien du tout, tu vois, parce que je veux dire quand tu découvres par exemple Death Note, tu t'enfiles tout d'une traite maintenant, et du coup ça perd un peu ton efficacité par rapport à l'attente du lecteur, alors que là on en est vraiment au tout début, à chaque fois de chapitre, on a une immense nombre de portes qui s'ouvrent devant nous, quoi. Non, c'est exactement, on a une porte qui s'ouvre, genre comme la porte de l'orphelinat va certainement s'ouvrir, qui va en même temps ouvrir un champ nouveau. Ça, on parle à la fin. Mais juste... oui, non, t'as raison. Et qu'est-ce que je voulais dire, moi? Vas-y, prod un peu pour que je réfléchisse. Je broie. Non, mais sérieusement, enfin, c'est vrai, The Promised Neverland offre un champ nouveau dans la sphère du manga, dans la sphère du shonen neketsu, qui est... Est-ce que c'est un shonen neketsu? Où est les niggas? On peut considérer un peu comme un shonen neketsu. Bon, c'est vrai qu'on peut... Moi, je le considère plutôt au début... Enfin, tu vois, c'est un genre du survival. Moi, je dis que j'en ai Ouais, un survival. c'est pas forcément de shonen neketsu, enfin, il y a des bases de shonen neketsu. Mais là, c'est un survival très bien fait, tu vois. C'est un survival très bien fait. Non, mais après, ce dont j'ai peur, là où on pourrait faire une petite critique, c'est vraiment que ça le syndrome de Prison Break. C'est-à-dire que après que les personnages s'évadent, parce que forcément ils vont s'évader à un moment ou à l'autre, voilà, et bah que ça baisse en qualité. Parce que je veux dire, après que... C'est-à-dire que là, on est dans une sorte de huis clos qui rajoute beaucoup de tension. C'est vrai que si jamais ils sortent de l'orphelinat, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que on sera pas trop plongé dans un univers un peu trop grand, et du coup on perdra un peu tout ce qui est tension? Est-ce qu'on va perdre justement tout ce combat psychologique pour aller vers quelque chose de plus justement au niveau survie? Et ouais, deuxième critique, moi ce que j'aime pas vraiment, c'est le fait qu'il y ait des démons. Pas le fait qu'il y ait des démons en soi, mais le fait justement que à cause des démons, on perde le combat psychologique et le combat technique pour aller vers un combat plus physique. Parce que des démons, il faut les éliminer, il faut des combats, etc. Et c'est pas ce que j'ai envie de voir avec The Promised Neverland. Non, c'est pas bon. Les combats c'est bien, mais il y a un surplus. Il y a quand même un surplus énorme de mangas qui se basent sur des combats. Enfin, comme je le répète, on a eu My Hero, on a Black Clover, on a Nanatsu. Et là, et là, The Promised Neverland, c'est innovateur et j'ai pas envie que ça se perde dans l'intérieur, tu vois. Et donc, j'ai envie de voir ce qui va se passer après qu'il sorte de l'orphelinat. Vraiment, c'est ça qui me fait peur pour l'instant. Après, moi, je suis pas non plus la même peur que Mr. Nobody. Enfin, je me demande où l'auteur va arriver. Enfin, je lis. Après, faut pas trop se poser de questions. Il faut laisser le manga se développer à son échelle et à sa vitesse. C'est vrai que... Non, vraiment, on répète, mais vraiment, à 20 chapitres, moi, il m'a déjà... Non, réellement, je suis peut-être légèrement un peu moins enthousiaste que Mr. Nobody comme à l'habitude. Mais c'est vrai que quand j'ai lu, je me suis dit, ah tiens, là, il y a quelque chose. Parce que c'est que du texte en soi, les chapitres, mais c'est du texte. C'est des chapitres très bien remplis. Hein. Je veux dire, très remplis. Un chapitre de The Promised Neverland, c'est 4 chapitres de Bleach. C'est un tome. C'est un tome de Bleach. Non, mais voilà. En 20 chapitres, l'auteur l'auteur et le dessinateur nous ont offert un manga qui apporte un nouvel élan au Jump. Clairement. Donc pour l'instant on kiffe et nous on veut vous faire découvrir. Enfin, je pense que si vous avez cliqué cette vidéo, c'est que vous connaissez aussi ou que vous connaissez pas. Et donc on vous invite à aller suivre les différents chapitres et que vous dites votre avis dans les commentaires ou sur Twitter ou sur Skype. Tout ça c'est dans la description. Exactement. Bon, je pense qu'on va finir cette vidéo pour pas faire une vidéo de 2h30 comme notre habitude. Bon, lisez The Promised Neverland. Lisez-le maintenant avant d'être spoilé parce que la vague 2017 arrive. Ah non, franchement, mais je pense que l'anime il va arriver très 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 vite. Hein. Ouais, peut-être d'ici fin 2017, peut-être début 2018, tu auras peut-être un truc. Ah ouais, j'avoue. Non, parce que le temps que les chapitres sortent, tout ça machin, le temps qu'il y ait assez de consistance, peut-être. En 2018, je pense qu'il y aura peut-être. Mais on vient de le dire là, un chapitre de Promised Neverland, c'est un tome de Bleach. Oui, et je pense qu'un épisode, tu peux faire, tu vois. Faut voir. Après, ça dépend du studio qui le fera. Bon, on verra ça, on vous tiendra au courant si jamais il y a un anime qui sort. On vous promet qu'on sera là pour en parler dès le début.